Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité tout au long de cette saison. Saison extrêmement dense, extrêmement riche, notamment d'un point de vue géopolitique. Et écoutez, vous avez vu, on a réussi à essayer, on essaie en tout cas d'adapter notre curseur pour vous apporter les clés de compréhension les plus fines, les plus adaptées possibles pour que vous puissiez suivre au jour le jour les évolutions d'un monde qui abat au fur et à mesure chaque paradigme sur lequel il s'était fondé. On poursuit le fil de notre émission avec cette fois-ci Éric Galliègue, directeur de la recherche chez FinAdvisor Valcan, avec lequel on va passer en revue les principales actualités de la semaine pour essayer de comprendre pourquoi les indices actions ont évolué de telle ou telle façon. Éric, bonjour. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin pour cette dernière. Je vous souhaiterais de très bonnes vacances à la fin de votre intervention. Éric Galliègue, avant de passer en revue l'actualité qui a marqué la planète finance et les indices actions tout au long de cette semaine, pouvez-vous nous rappeler la performance des principaux actifs que vous suivez pour nous ? Eh bien, on a connu cette semaine un rebond assez significatif des actions européennes puisqu'elles ont regagné plus de 2%, alors qu'à Wall Street, on a eu en fait une stagnation des actions américaines qui continuent à consolider leur hausse, surtout en ce qui concerne donc les affaires technologiques. En revanche, le point peut-être aussi important à relever cette semaine, c'est la hausse de l'euro qui a progressé donc de 1%, plus de 1% contre le dollar au cours donc de cette semaine. Très clair, on va commencer avec le PIB américain, la croissance américaine qui s'essouffle dans un contexte inflationniste qui lui ne baisse pas. Résultat, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Oui, effectivement, on en a relativement peu parlé, mais c'est vrai que la croissance américaine a été publiée au deuxième trimestre 2026 à 1,5% seulement. Le consensus attendait beaucoup plus, il attendait plus de 2%, hein, donc on a une vraie déception. On le voit sur le graphique d'ailleurs, hein, le second trimestre 2026 est vraiment faible par rapport aux autres trimestres qu'on a pu observer depuis 3 ans à peu près. Ça montre qu'effectivement, aux États-Unis, la croissance pourrait devenir un sujet. On est un petit peu sur la ligne de démarcation, on est juste sur la ligne de crête en quelque sorte, à 1,5 à 2%. Il ne faut pas que ça baisse en deçà de ce niveau. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est finalement Wall Street qui est le meilleur aliment en quelque sorte de cette croissance américaine qui s'appuie, comme d'habitude, énormément sur la consommation des ménages qui reste dynamique à plus de 3% de croissance ce trimestre. Exactement. La consommation des ménages aux États-Unis qui a bondi de 3,2%, mais rappelons que les niveaux d'épargne sont tombés à 2,7%. Donc c'est une croissance qui se fait quasiment à très haut risque. Et puis, au-delà de Wall Street, en fait, Éric, c'est l'intelligence artificielle qui drive la croissance américaine. Ce moteur, il n'y a que ce moteur-là. Il y a deux Amériques. L'Amérique des centres de données et l'Amérique qui met son prix d'essence à 4,22$ le gallon. Oui, on a considéré que la moitié de la croissance, effectivement, est générée par l'effort d'investissement réalisé par les entreprises américaines dans l'IA, avec donc effectivement toutes ces constructions de data centers qui constituent, en tout cas à court terme, un facteur de croissance parce que effectivement, ça fait travailler pas mal d'entreprises. Ces fameux investissements, donc on estime à plus de 700 milliards cette année par les grandes opérateurs, les hyperscalers comme on les appelle, et notamment donc Microsoft, Google, Meta Platform notamment. Exactement. On poursuit toujours, on reste toujours aux États-Unis, cette fois-ci avec Donald Trump qui a relancé la guerre commerciale. C'est évidemment pas bon pour l'économie, mais d'une certaine façon, il va se faire retoquer par la Cour suprême. Donc en réalité, c'est que l'histoire de quelques semaines. Alors oui, on rentre à nouveau dans le sujet de la guerre commerciale. Donc manifestement, Trump essaye de trouver une solution juridique hein, pour justifier des hausses de droits de douane. Et donc il l'a justifié ici en utilisant donc l'article 301 du Trade Act, donc relatif au travail forcé sur les chaînes d'approvisionnement, enfin dans les chaînes d'approvisionnement. C'est véritablement un motif, un prétexte pour essayer à nouveau de prendre de l'argent auprès des exportateurs, notamment européens et chinois. Effectivement, on verra la suite. En tout cas, ça reste un élément défavorable pour le scénario de marché, sachant que les importations hein, et donc le commerce extérieur avaient effectivement bien plombé la croissance américaine au cours du second trimestre.
Qui est très clair. On va parler microéconomie cette semaine et une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle pour ASML, le groupe de semi-conducteurs néerlandais, puisque d'après des informations de Reuters et de The Information, la Chine a commencé à produire en série des machines de lithographie par immersion dans l'ultraviolet profond. C'est une percée qui pourrait faire très 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 mal à ASML. À ASML, pardon. Alors ASML, effectivement, pourrait être menacée ou est menacée dans le monopole qu'elle exerce depuis des décennies, finalement, sur la lithographie. C'est un phénomène, une technologie relativement simple qu'on connaît depuis longtemps, mais pour laquelle les applications qui sont faites par ASML sont monopolistiques en quelque sorte. On le sait, ça explique la valeur de l'entreprise, ses marges nettes très très importantes. Et c'est vrai qu'une entreprise chinoise, une entreprise publique chinoise, a annoncé donc en quelque sorte entrer en concurrence avec ASML et donc pouvoir produire des machines relativement comparables. Alors, on est loin d'une remise en cause complète du monopole en quelque sorte, de la position dominante d'ASML sur ce marché. C'est simplement la partie chinoise de cette activité qui représente 20% du total pour ASML qui pourrait être menacée à relativement court terme, mais à nouveau, même en termes technologiques, sur les technologies les plus avancées, ASML a toujours donc une avance significative. Peut-être un peu à court terme, mais à plus long terme, a priori, ASML a tout ce qu'il faut pour pouvoir se prémunir de la naissance d'un concurrent chinois. On va finir avec, on est en pleine période de publication de résultats. Microsoft a publié des résultats phénoménaux, en tout cas très bien accueillis par la communauté financière, à l'inverse de ses petits copains et notamment de Meta. Oui, alors on a considéré que c'était plutôt une actualité favorable en ce qui concerne Microsoft. Microsoft qui a signé hier la plus forte hausse de capitalisation boursière en une journée avec 450 milliards, plus 15,5%, c'est quand même phénoménal pour une entreprise qui vaut donc plus de 3 000 milliards de dollars. Elle se comporte comme une start-up. Et de fait, elle a une croissance de start-up puisque Azure, donc la société qui concentre les solutions en cloud de Microsoft, Azure a vu son chiffre d'affaires progresser de 43%. 43%. Ce qui, effectivement, a été très, très bien accueilli par Wall Street, qui y voit une première validation des investissements gigantesques que Microsoft fait dans le secteur donc, de l'IA et des data centers pour pouvoir continuer à croître à 40% sur cette activité-là. Ce n'est pas le cas de Meta, qui, effectivement, a publié une baisse de bénéfices et qui investit énormément donc dans ces technologies. La baisse des cash flows libres est relativement logique, voire même la disparition des cash flows libres est évidemment consubstantielle à un effort d'investissement très important, mais c'est vrai que Wall Street s'inquiète un petit peu de ces centaines de milliards qui sont investis dans l'IA, et donc elle montre à nouveau le court-termisme qui la caractérise, puisque on parle d'un bénéfice trimestriel à nouveau, et manifestement, c'est ce qui compte pour le marché, qui voit dans Microsoft un succès de ses investissements et dans Meta un échec. Et les résultats, vous voyez quoi pour cette semaine? Un échec? Alors, un échec pour Meta, puisque Meta a une baisse donc, de 14% de ses bénéfices. Si on regarde la synthèse un petit peu de cette semaine, elle est à nouveau négative. C'est une synthèse négative puisque donc seul Microsoft donc permet de rattraper en partie les 3 points négatifs. La déception sur le PIB US, qui est quand même un sujet important, la relance de la guerre commerciale par Trump, qui est aussi pas très sympathique, et puis donc le renouveau, en quelque sorte, ou un début plutôt de concurrence contre ASML dans ces technologies donc de lithographie, donc ces machines-outils destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Donc au total, on se retrouve avec à nouveau une notation d'actualité négative à moins 2 points. Eh bien, vous conseillez vos clients de rester investis à 100% sur le marché action, que ce soit sur les marchés américains ou les marchés européens. Absolument, on reste toujours investi, on a toujours l'idée ou le sentiment que ce qui compte, c'est la dynamique des prix. Cette dynamique des prix reste bien orientée, elle s'améliore même en termes de spread momentum, puisqu'on est à 42%. Donc il y a beaucoup plus d'actions à la hausse que d'actions à la baisse au sein du stock 600, donc c'est plutôt favorable. Alors que notre mesure du risque, notre mesure de la perception du risque par le marché demeure, elle aussi, dans la zone d'achat. Donc nous sommes clairement et toujours à l'achat sur les actions. On l'a vu hier avec ce gain
important de Wall Street, guidé par Microsoft, bien sûr, mais une performance qui devrait rester favorable. C'est pour cela que nous sommes investis en actions. Oui, vous parlez pas du marché, petite digression, vous parlez pas du marché asiatique. Ce matin, le Kospi, c'est l'indice sud-coréen. Vous savez combien il a pris? 18%. Oui, on est dans le délire. C'est pas un indice national, c'est un indice sectoriel, hein. Le KOSPI, c'est un petit peu comme le SOX, c'est un indice sectoriel des semi-conducteurs, puisque SKIX représente une partie gigantesque donc de cet indice national. Donc c'est un indice sectoriel. Ça montre donc le rebond des semi-conducteurs, notamment dans le sillage de Microsoft, qui semble lever les doutes globalement sur ces inquiétudes concernant la rentabilité. Donc des investissements dans l'IA et dans le cloud finalement, ce que fait Microsoft et qui donc a été couronné de succès. Et donc c'est là-dessus que le marché manifestement est parti. Et bien sûr, ça favorise le secteur des semi-conducteurs qui avait quand même pas mal baissé depuis quelques semaines. Exactement, ça faisait suite à la veille, un gadin, un décrochage plus que violent des valeurs tech en Asie. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. Eric Galliec, je vous souhaite d'excellentes vacances. Est-ce que vous êtes avec nous à la rentrée, puisqu'on reprend le 31 août? Euh, non, je pense pas. Je serai présent en distanciel, mais pas en présentiel. D'accord, mais on aura la chance, l'opportunité et le plaisir de pouvoir vous avoir tout au long de la saison l'année prochaine. Bien sûr. Bah, écoutez, avec plaisir, Eric Galliec, je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de ces 9 mois, 10 mois. Écoutez, reposez-vous bien, profitez-en, et puis on se retrouve à la rentrée. Merci de même pour vous. C'est très gentil, merci Eric. À très bientôt. De notre côté, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir donc été avec nous tout au long de cette saison. Saison qui a été particulièrement intense, mais on a fait ce qu'on a pu et on espère surtout que ça a pu répondre aux interrogations qui étaient les vôtres, que ça a pu lever certains voiles, que ça a pu vous apporter certaines clés de compréhension. En tout cas, c'est tout le travail de Roselyne et moi qu'on a tenté de faire cette année et qu'on refera encore mieux l'année prochaine, mais en tout cas voilà, on a compris comment on pouvait s'adresser à vous, ce que vous attendiez de nous. Preuve en est, on a explosé nos chiffres et franchement, merci beaucoup du fond du cœur, ça nous fait extrêmement plaisir. Et vous nous accordez de plus en plus votre confiance, on ne vous décevra pas. On est là à la rentrée, lundi 31 août. Bronzer, certainement, c'est possible. Reposer, c'est évident. En tout cas, je vous souhaite évidemment la même chose. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et écoutez, on se revoit à la rentrée. Je vous souhaite d'excellentes vacances.